Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP, c'est vendredi. Et comme chaque vendredi, puisque chaque voix compte, eh bien c'est à vous que nous donnons la parole ce soir. J'ai autour de moi des petits patrons, des artisans, des agents immobiliers, un conducteur de train, des étudiants, des enseignants, des élus locaux, des commerçants. Vous allez pouvoir échanger, dialoguer ce soir avec 3 députés que je vous présente tout de suite. Diana Diop, députée socialiste des Yvelines, bonsoir. Et merci d'être avec nous aux côtés d'Alexandre Sabatou, député Rassemblement National de l'Oise, bonsoir. Et Céline Calvez, députée Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Bonsoir à tous les 3 et surtout merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu des questions-réponses avec notre public. Je salue également Anna Cabana, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, chère Adeline. Merci d'être là, Anna. Tout de suite, c'est le sommaire de Chaque Voix compte. Au travail, après avoir échappé à 2 motions de censure, l'horizon s'éclaircit un peu pour le gouvernement Lecornu. Mais sommes-nous vraiment sortis de l'instabilité politique ? La balle est maintenant dans le camp du Parlement et les Français restent partagés entre l'envie de retourner aux urnes et la volonté de voir leurs députés s'entendre. La crise n'est pas seulement politique, elle est aussi économique. Les défaillances d'entreprises ont atteint le mois dernier un niveau jamais vu depuis 16 ans. Les patrons semblent tétanisés par l'instabilité. Reportage à suivre dans une entreprise de panneaux photovoltaïques près de Rennes où les carnets de commandes sont vides. La bataille du budget commence la semaine prochaine à l'Assemblée. Elle promet d'être épique autour de la fiscalité, la santé et bien sûr les retraites. Vous nous direz en plateau ce que vous attendez de vos députés. Vous nous direz quelles mesures vous donnent déjà de l'urticaire. On va se parler, on va s'écouter et on va essayer d'avancer ensemble. Ça, c'est le menu du soir, a priori, puisque je le répète à chaque fois, mais cette émission, c'est vous qui allez la faire. Je compte sur vous. Installez-vous confortablement chez vous. Chaque voix compte. C'est parti. Ah, souvenez-vous, c'était il y a tout juste une semaine, ici même, on attendait de savoir qui serait nommé Premier ministre à la place de Sébastien Lecornu. Une semaine plus tard, on ne sait plus trop quel jour on est, on ne sait plus trop quand tout ça a commencé et surtout on se demande bien comment tout ça va finir. Marion Becker nous refait le film de ces derniers jours. L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. C'est le point de départ d'un mois politique inédit. François Bayrou chute, Sébastien Lecornu le remplace. Il va mettre 27 jours pour former son gouvernement. Un record sous la Ve République, bientôt battu par un deuxième. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Sous la pression de Bruno Retailleau, le gouvernement démissionne 15 heures seulement après avoir été nommé. C'est le plus éphémère de l'histoire. Au pied du mur, Emmanuel Macron confie une nouvelle mission à Sébastien Lecornu. Il a 48 heures pour éviter la dissolution. Le camp présidentiel implose. J'ai dit que je ne comprenais pas ces décisions qui ont été prises depuis un an avec la dissolution et ce qui en a suivi. Il s'honorerait si par exemple, il proposait un nom de Premier ministre, il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Et qu'à l'issue, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. De son côté, Marine Le Pen snob Matignon et joue sa partition. Je sens sur tout, moi, là, maintenant. Tout. Ah, tout. Même tout. Non, mais tout. La plaisanterie a assez duré. Elisabeth Borne ouvre une voie de sortie avec la suspension de la réforme des retraites. Le soir même, Sébastien Lecornu se montre optimiste. Au fond, ce soir, ce que je peux dire, après mes consultations, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution. L'Élysée convoque les chefs de parti, à l'exception de la France insoumise et du Rassemblement national. Emmanuel Macron n'est visiblement pas prêt à cohabiter. Nous sortons de cette réunion sidérés. On a compris très clairement, que nommer un Premier ministre de gauche ou écologiste n'était pas son option. À 22 h, il renomme par communiqué Sébastien Lecornu à Matignon.
Le nouveau gouvernement est formé dimanche. Dès le lendemain matin, le Rassemblement national et la France insoumise annoncent des motions de censure. Pour y échapper, le Premier ministre donne des gages à la gauche. Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Les 2 motions de censure sont rejetées. Sébastien Lecornu est sauvé par les socialistes, mais un nouvel obstacle s'annonce, le budget. Aucun groupe ne veut rien céder. La guérilla a déjà commencé sur les plateaux télé, avant même son examen dans l'hémicycle. Sur la taxe humaine, etc., vous n'aurez pas les moyens, sur le gel des pensions de retraite, sur le doublement de la franchise de 5 à 100 €, sur est-ce que vous êtes... Le résultat, c'est un profond ras-le-bol des Français face à la situation politique actuelle, mêlant dégoût, colère et inquiétude. Et pour eux, le principal responsable de cette situation, c'est Emmanuel Macron. Est-ce que la vie politique française, c'est ce qui se passe désormais entre 2 censures? On se pose aujourd'hui la question, après avoir vu ces 3 minutes qui résument le mois qui vient de s'écouler. Et ce qu'on a vu là, c'est le ras-le-bol des Français devant cette crise politique. 51% donc disent leur dégoût, 46% leur colère et 43% leur inquiétude. Alors vous, dégoût, colère ou inquiétude? Qui se lance ce soir? Moi, je dirais que c'est un peu... Bonsoir, vous êtes Thierry Véron. Oui, bonsoir, Thierry Véron. Je suis président de la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens. Je pense que on peut dire que c'est les trois parce qu'on est dans une situation là d'attente, d'inquiétude. Et le monde économique a besoin d'avoir une vision à long terme. Et là, c'est au jour le jour. Donc on est dans une situation dramatique quand on voit les entreprises qui n'investissent plus, les commerçants qui ferment, les boutiques elles ferment de jour en jour, ça devient vraiment catastrophique. Et en fait, au niveau des commerçants, ce qui est important, c'est qu'on a subi plein de crises. On a eu le Covid, les émeutes, les gilets jaunes, etc. Et là, on subit aussi toute la problématique d'incertitude avec... je dirais, excusez-moi, mais on est dans une cour d'école, quoi. Donc, à un moment donné, il faut peut-être trouver une entente. Et à la limite, dans une cour d'école, les enfants, ils arrivent à jouer ensemble. Alors, messieurs, dames... Il y a quelqu'un derrière vous, je crois, qui connaît bien les cours d'école. C'est Julie, elle est enseignante. Bah oui, Julie, vous voilà donc avec un 7e ministre de l'Éducation en 3 ans. C'est Édouard Geffray, désormais. Comment vous la vivez, vous, cette crise politique, en tant qu'enseignante? Bonsoir. Alors... très honnêtement, 7 ministres en 3 ans, c'est juste mon big boss. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver pour les enseignants, mais ce qu'on constate en 3 ans, c'est que pour les enseignants, on a toujours moins de moyens. On a eu, donc, dans le collège où j'enseigne, 10 000 € de budget qui ont été supprimés sans savoir pourquoi, sans justification, même les syndicats ne comprennent pas. Et on a une chose qui est certaine, année blanche, et gel des salaires des enseignants, pas de revalorisation pour les AESH, alors qu'on en a vraiment besoin, et des publics qui sont très difficiles, parce que dans les collèges, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants ont été la génération qui avait entre 5 et 10 ans au moment du Covid, qui n'ont pas eu de savoirs fondamentaux pendant pratiquement 1 an et demi, dans les familles qui n'avaient pas les moyens de suivre. Il y a, pour le public que j'ai, un certain nombre de parents qui ne sont pas francophones. Ces élèves sont retournés en cours et on leur a dit, maintenant on va apprendre l'imparfait, et ils ne connaissaient même pas le présent. Et on continue d'avancer avec le programme parce qu'on doit répondre aux bulletins et c'est très très difficile. Et du coup, il y a beaucoup de violence. Julie, vous avez 3 députés devant vous, c'est eux qui vont faire les lois, le budget entre autres. Qu'est-ce que vous avez envie de leur demander ce soir? Alors moi, ce que j'aimerais savoir, bonsoir messieurs les députés et mesdames, je voudrais savoir si c'était pas possible en fait de faire avec le même budget mieux. Et je vais prendre l'exemple de l'éducation nationale. Pour l'éducation nationale, par exemple, le partage du gâteau entre les zones REP et les zones pas REP ne va vraiment pas. Je pense à Madame Calvez, dans sa circonscription, certains établissements sont classés REP. Moi, je suis à 5 minutes de l'établissement de Madame Calvez auquel je pense, et il n'est pas classé REP, parce qu'à Gennevilliers, ce serait pas bien d'avoir 3 établissements classés REP. Et là, on a beaucoup moins de budget, on a moins de profs. Ce qu'il faut préciser pour le public qui nous regarde, c'est que quand vous n'êtes pas en zone REP, éducation prioritaire, vous avez moins de moyens. Voilà, on a moins de moyens.
On va peut-être laisser Céline Calvez vous répondre. Moi, je connais bien la question de l'éducation prioritaire et je partage votre constat que, en fait, on n'a pas réussi à faire bouger la carte de l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire reçoit des moyens supplémentaires. C'est d'ailleurs dans les zones d'éducation prioritaire qu'on a fait des dédoublements de classes depuis 2017. Ça concerne 20% d'une génération. Hein, donc, en fait, on en mesure aujourd'hui les résultats dans l'évaluation nationale. Mais pour autant, on a des aberrations. C'est-à-dire qu'on a eu des mouvements de population, des changements d'habitation. Et pour autant, on n'a pas revu la carte de l'éducation prioritaire. Donc ça, moi j'ai l'impression que ça fait des années qu'on entend, qu'on n'ose pas bouger et qu'à chaque fois qu'on craint de pouvoir sortir un établissement de l'éducation prioritaire, on dit mais attention, ça va peut-être être un petit peu brutal et il faudrait plutôt le garder. Bah oui, mais du coup ça fait moins de moyens pour les autres. Moi je ne veux pas opposer éducation prioritaire et éducation non prioritaire, c'est de souligner qu'il faut investir encore davantage. On a investi davantage. Bien sûr, sans doute pas assez pour rendre complètement attractif le métier d'enseignant. Sans doute pas assez pour répondre à tout ce que vous avez pu souligner, où l'école concentre toutes les tensions de la société. Et on ne peut pas demander simplement aux professeurs et aux parents de tout faire parce que ça concerne l'ensemble de la société. Donc, bien sûr, on a besoin de regarder, de répartir les moyens là où on en a le plus besoin. C'est exactement ce qu'on a fait avec la mise en place de politiques différenciées dans les REP. On n'était pas les premiers à le faire, mais on l'a fait de manière massive en dédoublant les classes de CP et de CE1. Je pense que aujourd'hui, chacun voit que l'école, il y a des progrès à faire, mais j'invite aussi chacun de nous à souligner l'énergie des uns et des autres et que tout n'est pas noir dans l'école publique. On a aussi des parcours qui sont intéressants, on a des professeurs qui s'investissent et qui peuvent aider justement les jeunes que vous avez mentionnés qui ont du mal à parler français. En fait, voilà, avec les classes UPE2A, il y a des formidables trajectoires où des jeunes arrivent et commencent à arriver. Donc, je veux aussi qu'on arrive à développer un discours attractif sur l'éducation nationale. Sinon, comment convaincre des gens qui, comme vous, ont pu embrasser la carrière dans l'éducation nationale, de venir, si on dépeint tout en noir? Donc il faut qu'on donne les moyens, il faut qu'on les répartisse sans doute mieux, il faut qu'on prenne en considération des baisses de la démographie, non pas comme une excuse, mais comme une occasion, et c'est ce qui est fait d'ailleurs. La diminution du nombre de postes, elle n'est pas équivalente à la diminution du nombre d'élèves. Donc on a un encadrement qui est un peu meilleur. Clairement, on préférerait tous que chaque professeur ait 15 élèves dans sa classe que d'en avoir 30. Sauf qu'il y a aujourd'hui même des classes qui espéraient juste avoir un enseignant devant elles. Déjà, un enseignant. Et effectivement, on a mis en place des moyens de pouvoir assurer, parfois bien au détriment d'une certaine qualité. Mais je pense que là, avec la réforme qui vient d'être mise en place sur le recrutement beaucoup plus à Bac+3, on accompagne en fait les gens qui veulent s'orienter vers une carrière d'enseignant, on les prend plus tôt et on les accompagne. Je pense que ça participera à une meilleure Pour revenir à la crise politique qui nous occupe, moi je voulais avoir votre avis à vous. Est-ce que vous attendez de vos députés qu'ils s'entendent ou est-ce qu'au fond, vous auriez préféré revenir aux urnes? Bonsoir. Bonsoir, vous êtes Paul Olivier. Oui, absolument, chef d'entreprise, une jolie PME du côté d'Orléans. Je pense que oui, évidemment, on a très envie de vous voir, vous entendre. On parle souvent de voilà, l'Assemblée nationale bloque le pays parce qu'il ne sait pas voter le budget. Alors, je n'irai pas jusque-là. Je pense que c'est vous faire un petit peu trop honneur puisque le pays n'est pas bloqué. Heureusement, il y a des gens, notamment ceux qui sont là, qui tous les jours se lèvent, tous les jours travaillent, tous les jours créent de la richesse, et ce, malgré les gesticulations qu'on peut voir aujourd'hui dans ce lieu. Ça n'a rien de personnel, hein. C'est un constat que beaucoup d'entre nous partageons et on en a vu effectivement les statistiques. Alors j'ai eu la chance dans ma vie d'avant notamment de vivre au Danemark. Et quand on compare les deux systèmes et quand on compare les comportements... On se désole. on se désole, effectivement. Donc effectivement, je pense que ce qui serait intéressant, on y reviendra aussi peut-être sur la partie économique, où là c'est encore plus prégnant. On aimerait bien effectivement vous voir avoir des résultats.
et pouvoir nous... Est-ce que vous êtes tous d'accord dans le public avec cette volonté qu'a notamment Paul Ollivier de voir les parlementaires et les députés en premier s'entendre entre eux dans la séquence qui arrive là autour de l'examen du budget? Bonsoir. Bonsoir, pardon. Je profite de cette question pour en fait, moi, je suis un grand... Pour vous présenter d'abord. Ah, Vincent Pinto, je suis négociateur immobilier pour le réseau IAD à Ivry-sur-Seine. Et du coup, alors le problème, c'est qu'on m'a demandé de donner mon point de vue sur l'état politique du pays en ce moment. Et je suis un grand déçu de la politique en général. Mais c'est pas un problème, au contraire, on est là pour en parler. En venant ici, du pourquoi, plutôt que de donner une réponse comme ça, stérile. Et en fait, pour moi, le vrai problème, et ça rejoint un peu votre question, c'est que finalement, vous êtes payé par nos impôts et vous devriez travailler ensemble pour le bien commun. Et aujourd'hui, chaque élection, on assiste à un pugilat, à de la politique télé, presque télé-réalité, j'ai envie de dire, où on a des points de vue qui deviennent d'ailleurs de plus en plus caricaturels, une politique d'opposition qui s'affrontent en permanence, et on nous demande à nous de choisir tous les 5 ans quel point de vue on va croire plutôt qu'un autre. Et en fait, pour moi, c'est une hérésie absolue. Ça ne peut pas donner autre chose que ce qu'on voit là, c'est-à-dire un pugilat permanent. Et du coup, je me suis demandé, plutôt que de juste constater qu'est-ce qui pourrait en être la solution, et en fait, on en parlait avec monsieur en arrivant, on a déjà plein d'outils à ce niveau-là d'encadrement. Je pense qu'il faudrait encadrer les acteurs politiques comme vous, pour les obliger presque, les contraindre à travailler ensemble. Plutôt que d'essayer de se tirer la couverture et d'avoir le pouvoir. Alors, on a enlevé un outil, en tout cas, pour qu'ils essaient de travailler ensemble, c'est le 49.3. Oui. Voilà. Donc, il y a une obligation de résultat, presque. Voilà, il y a ça aussi, l'obligation de résultat, du coup. Mais en tout cas, voilà. Qui a envie de répondre à Paul Ollivier ou à Vincent ce qu'on a vu aussi dans le sondage tout à l'heure dans le reportage, c'est... Vous finissez par inspirer du dégoût, de la colère, de l'inquiétude, et je suis persuadée que vous le ressentez aussi quand vous allez sur le terrain dans vos circonscriptions. Geneviève Diop, vous voulez lui répondre? Déjà, merci pour la clarté et la franchise de vos interrogations et même de vos réflexions. Moi, j'ai été prof en lycée professionnel à Mantes-la-Jolie pendant 23 ans. Moi, j'arrive de ce qu'on appelle la société civile. Je ne suis pas une professionnelle de la politique et pourtant, je suis engagée parce que j'ai été adjointe au maire pendant 16 ans au Mureau. Et je suis sur une circonscription qui... 87 communes, beaucoup de ruralité, quelques villes périurbaines. Et je peux vous assurer que le temps que je passe sur le terrain, bien sûr que les gens n'en peuvent plus. Ils sont fatigués, ils sont écœurés, ils ne comprennent pas. Mais je crois que quand on fait le choix de devenir député, on ne le fait pas pour gesticuler, pour tirer la couverture à soi. Je crois qu'il y a toute une partie du travail que nous faisons que vous ne voyez pas. Par exemple, c'est le travail qu'on fait en commission. Et qu'on montre le plus possible sur la chaîne parlementaire, c'est aussi notre rôle. Et vous êtes un des rares à le faire. Je précise quand même. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a tout ce temps qu'on passe en commission, il y a aussi tous les amendements qu'on peut rédiger, les propositions qu'on peut faire, et puis aussi le temps qu'on passe en circonscription, à votre contact, en permanence, pour discuter, etc. Moi, je crois qu'il y a deux choses qui s'opposent. La première, c'est que nous avons eu une dissolution l'année dernière qui était censée clarifier, entre guillemets, le positionnement des électeurs et des électrices. Et en fait, nous avons eu un taux de participation record. Et moi, je suis intimement convaincue qu'elle est certainement, aujourd'hui, l'une des plus légitimes qu'on ait jamais eues. Parce qu'en fait, elle est à l'image de la France. C'est-à-dire qu'il y a une vraie tripartition aujourd'hui en termes politiques. C'est-à-dire que vous avez... mais il y a une volonté commune de dire, à un moment donné, soyez en capacité de redresser le pays, faites des propositions qui soient dans le collectif et pas dans la posture. Pardon, je vais me tourner vers Alexandre Sabatou. Il y a vraiment une volonté commune. C'est-à-dire de ne pas être dans la posture politique. Je n'en ai pas l'impression. Moi, si vous voulez, j'ai été élu sur un programme. Je suis présenté devant les électeurs avec un programme. Ces électeurs ont voté pour moi pour ce programme et donc je ne peux pas les trahir une fois que je suis élu à l'Assemblée. Monsieur Lecornu a proposé un budget avec 19 milliards d'euros. Sauf que vous n'avez pas la majorité à l'Assemblée nationale pour appliquer votre programme. Je vais y venir. J'aimerais revenir sur ce que monsieur Thierry Véron nous a dit. Il manque un cap. Mais on ne va pas faire un cap avec un patchwork que nous avons au gouvernement, avec un ministre qui veut relancer la production, un autre qui est contre le nucléaire. Ça ne marche pas. On voit bien que nous sommes bloqués. Et j'en veux énormément aux Républicains, qu'il y a une semaine, M. Wauquiez nous expliquait notre ligne rouge, ce n'est pas d'augmentation d'impôts.
On a un budget qui augmente les impôts de 19 milliards. On n'a pas de budget pour le moment, ça va être à vous de l'examiner et de le voter. Les annonces qui ont été faites, c'est 19 milliards d'euros en plus qui sont annoncés aujourd'hui. Les Républicains ont promis que ça serait une ligne rouge et de censurer dans ce cas-là. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont peur de retourner aux élections. Et pour avoir un cap, pour rassurer les entrepreneurs, pour rassurer les entreprises, il faut une dissolution pour que les Français puissent débattre. On débattra sur des plateaux sur nos projets, que les Français puissent débattre, prendre une décision. Et là, on débloquera le pays avec une nouvelle majorité qui se dégagera. Et donc, vous pensez que quand on est parlementaire, ce n'est pas notre rôle de débattre du budget, d'être en capacité... Mais on va débattre du budget. Voilà, excusez-moi, mais parce qu'il y a des députés, dont les socialistes, qui ont dit « nous, on ne censure pas, puisque nous avons réussi à obtenir l'abandon du 49.3 et qu'il y a une suspension des retraites que nous avons obtenues jusqu'à la prochaine présidentielle. » Eh bien, moi, je suis désolée. Non, mais ça reste peut-être à prouver, mais en tout cas, c'est un travail qui doit être fait. Moi, je suis désolée. Mais quelqu'un qui prend un engagement devant la représentation nationale et devant les Françaises et les Français, s'il ne le tient pas, oui, là, il y a une vraie raison de censurer. Je me permets juste de répondre parce que je suis attaqué. Il y a une raison. Je vous donne mon point de vue. Il y a une raison de censurer, comme je l'ai expliqué, une augmentation d'impôts. Moi, je me battrais dans l'hémicycle pour réduire au maximum ces impôts. C'est pas pour ça que vous avez censuré. Vous avez censuré parce que vous avez un agenda qui dit... Alors, si, vous avez un public devant vous et vous avez un public qui vous regarde. Et moi, je voulais rebondir sur ce que monsieur vous avez dit sur on vous voit gesticuler pendant les élections et puis ça retombe au pugilat. À la rigueur, pendant les élections, si on marque notre différence, je trouve que c'est plutôt bien et puis ça peut permettre aux gens de choisir quels sont leurs meilleurs candidats. Après, une fois qu'on est élu, là, on doit changer aussi. Pas changer nos convictions, mais changer sur notre façon de dialoguer avec ceux qu'on a pu combattre dans les urnes, mais qui se retrouvent au même endroit. Et là, c'est là où le mot compromis, qu'on n'a jamais autant utilisé ces derniers jours, doit être fait. Et ce n'est pas la compromission, et ce n'est pas le renoncement, et ce n'est pas renier ses convictions, c'est essayer de trouver, non pas le cap seulement, parce qu'on n'arrivera jamais à se mettre sur le cap. Mais c'est sur le chemin qu'on peut éventuellement faire ensemble. C'est exactement ce que le Premier ministre propose. On n'aurait pas eu le renoncement au 49.3 et la question de la suspension des retraites. En fait, on ne commençait même pas à l'entrevoir. Donc moi, je trouvais intéressant votre réflexion en distinguant ce qui est de l'ordre de l'élection et on peut affirmer des choses. Mais une fois qu'on est dans la même chambre, on doit trouver des solutions. Anna voulait intervenir. Oui, en fait, là, il y a quand même quelque chose dont on ne parle pas, c'est qu'il y a un certain Édouard Philippe, un ancien Premier ministre, qui, lui, dès le lendemain, vous avez vu, le lendemain matin de la démission du gouvernement Lecornu 1, n'est-ce pas? Parce que dans le feuilleton, c'était donc Lecornu 1. Lecornu 1 démissionne, c'était un certain lundi 6 octobre, ça paraît être très très loin déjà. Le lendemain, au micro d'RTL, on en a vu un petit extrait tout à l'heure, eh bien, Édouard Philippe porte le coup de grâce. Donc l'ancien Premier ministre, le premier Premier ministre d'Emmanuel Macron, vient devant un micro dire... Au fond, là, maintenant, il faut provoquer une présidentielle anticipée. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'aucun d'entre vous n'a poursuivi cette réflexion sur la présidentielle anticipée, sachant que, mais vous allez pouvoir réagir, sachant qu'Édouard Philippe a réitéré, c'est-à-dire que... Oui, d'ailleurs, on peut l'écouter. On peut l'écouter, Édouard Philippe, c'était hier soir. Regardez. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'il démissionne demain matin, ce serait désastreux. Peut-être en prenant exemple sur des prédécesseurs, et notamment le général de Gaulle, essayer d'organiser un départ qui nous évite, pendant 18 mois, de continuer à vivre dans cette situation de blocage, d'instabilité, d'indétermination. Alors, ce qui est intéressant, sachez-le, parce que ça, c'est quand même une information, c'est qu'aujourd'hui, Édouard Philippe est regardé par Emmanuel Macron et par l'Élysée comme l'ennemi numéro 1. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui, Édouard Philippe rend Emmanuel Macron fou. Parce que Emmanuel Macron considère que les choses, bon gré, mal gré, non pas s'apaisent, mais en tout cas trouvent une espèce de fausse stabilisation depuis quelques heures, quelques jours, et que Édouard Philippe vient encore une fois essayer de provoquer, au fond, un vrai séisme. Parce que c'est l'objectif d'Édouard Philippe, c'est d'acculer Emmanuel Macron à provoquer une présidentielle anticipée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour ma part, il veut répondre. Il va garder le micro toute la soirée. Je vais laisser la parole. Non, mais là encore, enfin, je trouve le spectacle assez décevant. Je pense qu'il y a un certain nombre d'institutions en France, un calendrier qu'on doit respecter. On n'est pas forcément toujours d'accord avec notre président de la République. Il
peut faire un certain nombre de faux pas, il nous l'a prouvé ces derniers temps. Mais je pense qu'il va falloir, et c'est ça le problème aujourd'hui, se donner le temps de construire un projet qui soit partagé par le plus grand nombre. Et je vous rejoins sur le fait que c'est là où les partis doivent nous exposer leurs grandes différences, leur vision des choses. Oui, mais ça, ce sera le temps de la campagne présidentielle. Encore faut-il laisser le temps. Si effectivement demain on anticipe les élections présidentielles, on n'aura pas le temps de faire ce débat-là et on n'aura pas le temps de le mener correctement. Donnons-nous le temps pour encore une fois fixer un vrai cap. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec Paul Olivier? Quelqu'un qui penserait qu'il faut anticiper précisément. Du coup... Bonsoir. Alors d'abord, je vais vous demander votre prénom. Bonsoir, je m'appelle Léonie, j'ai 22 ans et je suis en alternance. Je ne vais pas révéler l'entreprise, je n'ai pas envie de lui faire de la publicité. Allez-y, je vous en prie. Et je suis en Master 2 du coup. Donc moi, je ne suis pas forcément d'accord et je trouve qu'on a eu le spectacle de ce qu'on vous reproche depuis ces dernières années à vous emboucaner comme si on était dans les Marseillais. Et je trouve ça dommage parce que, encore une fois, en fait... En regardant le reportage, j'avais l'impression de regarder Game of Thrones. À qui prendra le premier le trône de fer en contrecarrant tous les plans du roi Macron. Et je trouve ça dommage. Et pour moi, je trouve que c'est important justement qu'on puisse, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on puisse avoir une obligation... Mettez bien le micro devant votre bouche, Léonie. Merci. Qu'on puisse avoir une obligation de résultat de nos députés. Et je trouve que ça permettrait de ne pas avoir autant d'interférences et aussi d'engouement à tout le temps vouloir... Oui, de ne penser qu'à ça, même en se rasant le matin, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Et du coup, je trouverais ça intéressant, pourquoi pas, de faire une présidentielle anticipée, parce que le pays est déjà dans un état catastrophique. Donc, en soi, pour moi, qu'il y ait un nouveau gouvernement ou pas, ça ne changerait rien, parce qu'on a l'impression que vous ne savez pas ce que ça veut dire compromis. Parce que, en cours, on doit faire des travaux de classe. On est soumis à travailler avec les uns et les autres. Vous entendez, c'est presque une injonction et qu'on entend à longueur de reportage aussi. Des Français qui vous demandent aujourd'hui d'abord que ce cirque s'arrête et que la France réussisse à avancer. Est-ce que vous arrivez à vous dire que dans les semaines qui viennent, il va falloir... Alors, on a entendu le mot compromis, on a aussi beaucoup entendu le mot bouger. Il va falloir des bouger. Est-ce que... Moi, je vous entends, M. Sabatou, Mme Diop, Mme Calvez. Est-ce que chacun est prêt à faire ses bouger? Qu'attend, en fait? Qu'attendent les Français? Moi, je suis prête à le faire et on a déjà pu, par le passé, le faire. On voit ce qu'il existe comme image, genre on ne s'entend pas, mais on a quand même Par exemple, vous faites partie des députés d'Ensemble pour la République qui voteront la suspension de la réforme des retraites? En fait, moi, j'ai vraiment soutenu le fait qu'on pose cette question-là, que le gouvernement propose la suspension, parce que pour moi, il n'y avait pas de début de débat sans ça. Après, la question du vote, on va discuter. Comme le gouvernement le dit, le gouvernement propose, on discute et on vote. Mais pour moi, il était presque indispensable. Sinon, en fait, on ne commençait même pas avec un point de départ. Alors, il nous reste beaucoup de chemin. Ça, pour le coup, ça va être très long. Mais moi, je suis prête et je sais qu'on a déjà réussi à faire des compromis. Et vous, Alexandre Sabatou? Moi, j'ai peur que ce soit une très mauvaise comédie pour nos citoyens, qu'on essaie de faire croire qu'il y a des compromis qui vont être trouvés. Je vous demande sincèrement, mais si par exemple... Donc ça veut dire que le Rassemblement national ne va pas participer au débat budgétaire? On va participer, on sera extrêmement présent pour défendre les Français et pour baisser les impôts. Mais je pose une question. A priori, la suspension de la réforme des retraites arriverait dans le PLFSS. Si en même temps, Madame Diop... Le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a une suppression de l'AME ou des choses qui vont à l'encontre de votre projet. Est-ce que vous votez quand même ce budget pour suspendre la réforme des retraites? En fait, vous passez outre une étape qui est importante lorsque vous êtes sur une discussion budgétaire, c'est qu'avant d'avoir le vote du budget, il y a d'abord le débat budgétaire article par article. Et donc, du coup, ça va être le moment, justement, de pouvoir faire des bougées et de discuter. Nous, on a toujours dit qu'effectivement, la réforme de l'aide médicale d'État ne nous allait pas. Eh bien,
tant mieux. On a des députés qui sont 577. J'espère qu'ils seront le plus mobilisés possible. Eh bien, on pourra discuter article par article. Et c'est le rôle d'un député de faire des amendements en disant bah, moi, je suis d'accord sur ça. Moi, je suis prêt à ce qu'on baisse jusqu'à tel point, etc., etc. On va le faire chacun dans nos groupes politiques parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fait d'avoir fait le renoncement au 49.3 et d'avoir imposé cela, ça oblige chacun des groupes, lorsqu'il va déposer ses amendements, ses modifications du projet de loi de finances qui va nous être apporté, de le faire avec sérieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des milliards ou n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à la fin, il faut que ce soit votable. Et donc, comme il faut qu'à la fin que ce soit votable, eh bien, ça va obliger chacun d'entre nous à justement dire, ben voilà le chemin que moi je préfère. Et moi, je suis intimement convaincue qu'à la fin, eh ben, nous allons avoir des endroits où ça va converger, d'autres où, évidemment, ça n'ira pas. Eh bien, nous jugerons sur pièce à la fin du débat budgétaire si c'est votable ou pas. Et donc, dans ce cas-là, au moins, on aura fait le travail jusqu'au bout. Anna ? Oui, alors moi, je trouve quand même très intéressant qu'on ait réussi à parler pendant presque une demi-heure de la crise politique. Déjà. Et qu'on n'a pas entendu, on ne vous a pas entendu, ni les uns ni les autres, parler de Sébastien Lecornu. On a donc un nouveau Premier ministre, qui a été nommé Elle va sur les personnes, hein, vous avez vu. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il a été nommé donc 2 fois et sa prestation au journal télévisé, donc au moment de sa renomination, a été regardée comme une forme de métamorphose politique, comme si un momentum. On avait un momentum dans notre vie politique, comme si subitement on avait Sébastien Lecornu qui s'était transformé en homme d'État. Je voulais savoir et les uns et les autres, c'est-à-dire à la fois du côté des élus et puis du côté des Français, si vous aviez ce sentiment d'avoir désormais dans le paysage politique un nouvel homme d'État. Mais il y a eu une révélation. Enfin, moi, ça m'étonne de vous. Il y a eu une révélation sur le caractère qu'on pouvait éventuellement connaître. Oui. Alors, il y a Naïm qui voulait répondre. Naïm, j'ai 29 ans, je suis conducteur de train à la SNCF. Moi, il y a une chose que j'aimerais dire sur M. Lecornu. Déjà, il nous promet une rupture. Cette rupture, c'est quoi ? C'est de ne pas utiliser le 49.3. Merci à lui, c'est en fait la démocratie. Je ne pense pas qu'on doit le remercier pour cela. Ouais, ensuite, concernant le PLFSS, je comprends le Parti socialiste qui a voulu ne pas censurer parce que apparemment ils ont gagné cette suspension temporaire de la réforme des retraites. Sauf que, en fait, vous faites perdre du temps aux Français. Vous faites perdre. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que. Pourquoi ? Dites-moi. Parce qu'en fait, il faut censurer. Il faut censurer parce que pour moi, le problème. Le jour d'après, c'est quoi de la censure ? C'est quoi le jour d'après ? Déjà, élection, c'est possible, pardon, une dissolution aussi. Mais en fait, pour moi, la cause de toute cette instabilité politique, c'est l'entêtement du président de la République. Okay. Pourquoi ? Parce que je ne saurais même plus compter combien on a eu de premiers ministres depuis qu'il est au pouvoir depuis 2022, depuis 2017. Et pour moi, il faut qu'il arrête. Comme vous dites, on a une Assemblée nationale qui représente bien les Français. Il y a 2 oppositions, les partis sont très bien représentés. Et mais donc, pardon, je vais aller un peu à votre rencontre, mais vous dites, on a une Assemblée nationale qui représente les Français. Très bien. Si demain il y a une censure, une dissolution des élections législatives, les Français, ils ont voté il y a 15 mois. Vous avez voté il y a 15 mois. En quoi est-ce que votre vote demain sera différent de celui de juin 2024 ? Ce qui va régler cette instabilité. Le problème, c'est l'entêtement du président de la République. Donc vous voulez une présidentielle. Vous voulez une démission du président de la République. Bien sûr, parce que le Premier ministre, le Premier ministre force avec un budget qui est complètement cruel, douloureux et antisocial. Vous avez beau ne pas voter la censure parce que vous voulez amender chaque article un par un. Vous n'y croyez pas. Censurer. Il peut y avoir une cohabitation, un Premier ministre de gauche. Non, il n'y en aura pas. Dans ce cas, c'est démission. Il faut continuer à censurer jusqu'à ce que le président démissionne. C'est lui qui fait du mal au pays. Sauf que, en attendant, cette instabilité politique, elle a coûté déjà 0,3 points de croissance à la France cette année. La dette publique continue de se creuser et vous allez voir que même loin de Paris, les entreprises traversent en fait un choc d'incertitude avec des dossiers de commandes qui sont vides, des investissements qui sont repoussés, des embauches gelées. Illustration ce soir dans une entreprise de panneaux photovoltaïques. On est près de Rennes, c'est à Bressé. Et c'est un reportage sur le terrain de Thibaut Enoch et Eva Bignon. Regardez. Ça va ? Alors, on est rendu où sur le projet ? Donc là, ils ont démarré la partie toiture. C'est un secteur où il faut avoir le cœur bien accroché.
Ces entrepreneurs installent des panneaux solaires chez des particuliers. On va avoir 4 panneaux ici, et puis ici, on va avoir 12 panneaux de l'autre côté. De l'électricité verte produite pour de l'autoconsommation. Ça va permettre de couvrir une bonne partie de leur consommation d'énergie. Mais un projet qui a un coût, 11 000 € pour cette installation, pas évident de sauter le pas. Sur un chantier comme ça, on est sur une rentabilité à 6 ans, donc ça reste des gros investissements. Ouais. Un investissement à long terme, synonyme de confiance nécessaire dans l'avenir. Résultat dans ce marché, du fait de l'incertitude du moment, le soleil a disparu et le ciel s'est couvert. Actuellement, en effet, on a beaucoup de particuliers qui souhaiteraient se lancer dans cette démarche. Mais étant donné le contexte ambiant en France, on a quand même beaucoup de particuliers qui hésitent à franchir le pas, qui préfèrent finalement conserver leur épargne. Une posture de sécurité qui pèse sur le carnet de commandes. Dans ce contexte, pas question pour ces entrepreneurs de prendre des risques. La priorité est d'éviter la chute. Bienvenue dans nos locaux. Bienvenue dans nos locaux. Excusez-nous, c'est encore un peu en travaux. Une prudence liée à l'incertitude, visible jusque dans les locaux de cette PME née en 2023. Et on fait très attention aux investissements qu'on mène, et surtout dans une période qui est un peu compliquée. Si la peinture n'a toujours pas été posée, c'est aussi un peu à cause de ça. Si on regarde le nombre de projets qui ont pu être accordés suite à la dissolution au deuxième trimestre 2024, on observe qu'on a une demande qui a baissé, qui continue de baisser actuellement. Un brusque coup d'arrêt venu frapper ce secteur en plein essor et qui se traduit dans cette entreprise par un gel des embauches qui était programmé. Le projet initial, c'était de dire, vu que le marché grandissait, créer des agences d'embaucher 3 à 4 personnes par agence. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va mettre en attente. Pourtant, les deux hommes s'estiment chanceux. Là où eux réduisent la voilure, certains de leurs collègues ont déjà fermé leurs portes. On voit des confrères qui sont en difficulté, soit en redressement, on espère qu'ils peuvent s'en sortir, soit certains vont être obligés de s'arrêter parce qu'il n'y a pas la charge suffisante pour pouvoir continuer d'exister. Dans le pays, quelques 28 000 emplois ont été supprimés sur un an chez les artisans du bâtiment. En septembre, les défaillances d'entreprises ont connu un niveau inédit depuis 2009. Plus de 7 000 ont fermé leurs portes. Paul Olivier, vous êtes vous-même patron de PME. Dans quel secteur d'ailleurs? Est-ce qu'il a le micro, Paul Olivier? Je suis dans l'agroalimentaire. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la situation de cette entreprise qu'on vient de voir? Comment est-ce que la crise politique, l'instabilité qui perdure a impacté votre entreprise? Alors moi, un petit peu moins parce qu'on travaille sur du haut de gamme. Et le haut de gamme n'est... Vous échappez à la crise? Exactement. Mais ça nécessite beaucoup de travail et nécessite de partir à l'export, de sortir aussi d'un territoire morose où effectivement les perspectives sont quand même assez tristes. La situation, et là je parle plus au-delà de mon entreprise, pour les entreprises du secteur agroalimentaire, il va falloir savoir qu'un tiers des entreprises de l'agroalimentaire cette année vont présenter un bilan négatif. Un résultat négatif, un tiers. Quand on connaît la taille des PME et le peu de trésorerie dont elles disposent, on peut être extrêmement inquiet pour 2026-2027. Alors, encore une fois, hein, rassurez-vous, les entrepreneurs ne sont pas là pour se plaindre, pour demander des choses à l'État. On a bien compris que... les demandes qu'on faisait, je reçois beaucoup de ministres parce qu'on est à Orléans, donc la visite est rapide, donc on envoie défiler pas mal et on a toujours les mêmes questions et les mêmes demandes vis-à-vis d'eux, mais vous savez, dans le monde de l'entreprise, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée les conditions pour que ses équipes réussissent. Et j'aimerais que vous puissiez également porter ce type de message, et en tout cas le vivre, l'incarner, et créer pour les entrepreneurs, pour les PME françaises, on met de côté les grands groupes, pour ces PME qui sont extrêmement fragiles, les conditions de la réussite. Donc ma question c'est, concrètement, qu'allez-vous mettre en place pour créer les conditions de la réussite, et puis surtout, avec quel calendrier ? Peut-être rebondir sur ce que votre propos, c'est dire comment je mets en capacité mes équipes de bien travailler. C'est aussi toute la politique de formation, et ça, on l'a porté, et je pense que vos équipes le voient. Mais
au-delà de la formation, vous parlez d'équipe. Moi, je suis ancienne entrepreneur, donc j'y suis sensible. Moi, je crois que quand on parle de stabilité et d'instabilité, moi, je rencontre des entrepreneurs qui me disent décider d'un truc, mais au moins décider, parce que là, en fait, tout est bloqué. S'il y a les carnets de commandes... Non, mais... Oui, il faut de la visibilité. Mais pas... Oui, mais en fait, mais bien sûr. Le micro, Paul-Olivier. On préfère une mauvaise décision annoncée que l'hypothèse de mauvaise décision dont on ne sait pas comment ça va atterrir. Oui, c'est le manque de visibilité qui paralyse l'économie. C'est extrêmement triste et grave. Non, on vous demande de prendre des décisions, effectivement, de créer les conditions de la stabilité, mais surtout en nous donnant des armes pour qu'on puisse réussir à la fois en France et à l'international. Et aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas. On parle de choc de simplification des normes, etc. Et finalement, on va se retrouver avec quoi? Avec des impôts supplémentaires. Alors, dans le budget qui vient, il y a la suppression de l'impôt de production, CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle devait être supprimée à partir de 500 000 €. Et puis encore une fois, c'est une goutte dans l'océan des économies nécessaires, parce qu'on parle des entreprises, les entreprises sont résilientes, elles vont travailler, elles vont faire en sorte, parce que nous avons l'obligation de résultat. C'est-à-dire que si nous présentons un budget négatif, l'entreprise meurt, on licencie et tout s'arrête. Ce qui n'est pas le cas pour l'État. Alors, Paul-Olivier, il va falloir faire tourner la parole. Donc, posez peut-être, si vous avez une question à leur poser directement, allez-y. C'est quoi et quand? Je pense que la politique d'investissement qui a été portée est ce qu'on appelle la politique de l'offre. On a vu quand même que la France avait réussi à attirer des investissements internes et des investissements étrangers aussi. On a affronté des crises qui ont pu justement un peu bloquer cette politique. Mais l'investissement, c'est quand vous avez de la stabilité fiscale, quand vous investissez aussi dans la formation, dans l'innovation, ça donne envie aux gens d'investir et donner de la visibilité. Et la visibilité, non, tout va pas bien. Je suis pas en train de vous dire. C'est un cri du cœur qu'ils sont en train de faire. Vous leur dites, on a fait ci, on a fait ça. Mais oui, mais je suis en train de vous dire qu'on a eu des crises qui ont pu aller à l'encontre de ces efforts. Mais en fait, on connaît les clés et on ne peut pas les mettre en place quand on est dans un caractère complètement instable, en fait. Moi, je voudrais donner la parole à Grégory Courtas. Grégory, vous êtes le maire de Pucet, en Essonne, à l'échelle d'une commune comme la vôtre qui compte 2000 habitants. Comment est-ce qu'on est touché par cette instabilité politique ? Alors, je me présente à vous, Grégory Courtas, je suis maire depuis 2008, donc ça va faire bientôt 18 ans. Nous, quand on se rencontre avec notre équipe, on n'est pas forcément du même parti, du même bord, mais on se retrouve sur un projet commun pour notre village. Au conseil municipal. Bien sûr. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les maires des 35 000 communes, ils ont quand même des bons exemples à donner, justement, de compromis, ce que vous disiez. Donc je pense que venez nous voir, peut-être qu'on n'a pas la recette, mais en tout cas, on pourra peut-être vous aider à mieux vous entendre, à mieux vous comprendre. En plus, j'ai été assistant parlementaire dans l'autre chambre là-bas, au Sénat, donc je connais bien les commissions, tout ça, tout ce que vous dites. Aujourd'hui, vous dites, allez, on va faire la dissolution. On y va. Qui c'est qui va organiser ça? C'est nous? Ça va coûter combien, ça? 1 milliard la dernière fois. Merci. Donc on continue droit dans le mur. Non, je dis simplement qu'on met aujourd'hui, nous les élus, à contribution. On ne nous demande pas notre avis. Parce qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité pour laquelle, justement, les députés de l'Assemblée nationale ne portent pas. Et moi, ça me gêne profondément. Il y a tellement de sujets à donner. Vous avez parlé de la PLF, là. Si jamais elle n'est pas votée, on vient à N-1, c'est-à-dire que du coup, nous, notre DGF, on fait quoi? Comment on fait? Donc la dotation globale de fonctionnement. Nous, c'est des sujets, ça, qui nous intéressent, sur lesquels on doit demain, et puis vous l'avez dit, les collectivités locales, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais ça correspond pratiquement à 60-70% des commandes dans l'entrepreneuriat, dans le bâtiment, dans l'artisanat. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même nous, quand on fait des baisses de dotation globale de fonctionnement, en fin de compte, je ne vais pas faire une leçon sur comment est constitué un budget communal, mais c'est vrai que nous, on ne peut plus investir, on n'a plus d'excédent de fonctionnement, on n'a plus de CAF, on est réduit en peau de chagrin, et nous, on doit faire des coupes. Et j'ai regardé, je crois que la dernière fois que l'État a fait un budget équilibré, c'était dans les années 70, je crois. Ouais, c'est ça. Alors que vous n'étiez pas nés. Vous avez l'obligation de le voter à l'équilibre. Sinon, on est sous tutelle par la préfecture. Il y a des sujets aujourd'hui qui sont très très importants. Alors c'est vrai que les Français regardent un petit peu, vous dites oui, il faut faire la dissolution, il faut aller revoter, le corps nu.
Il y a tellement de ministres qui passent, je me rappelle même pas les noms en tête. Franchement, on ne sait même pas le nom du ministre de la Santé. On est tous perdus en fin de compte. Vous nous avez perdus. Et je trouve que là, vous l'avez dit... Alors, pour le ministre de la Santé, je peux vous répondre, c'est Stéphanie Rist. Ouais, voilà. Je l'apprends, j'ai même pas regardé, ça change tellement, c'est même pire. Là, vous dites le Cornubis, là, bon d'accord, j'ai l'impression que c'est un film avec Louis de Funès, cette histoire. Franchement, de la manière dont c'est présenté, on a l'impression que c'est des films, il y a Fantomas qui va arriver, quoi. Franchement, c'est pathétique de dire ça. Hein. Et je crois qu'on a des belles institutions. La France, c'est un beau pays. Hein. Et je me demande, mais comment on en a fait pour en arriver là? Franchement, c'est décevant à un point où aujourd'hui... Mais on en est arrivé là aussi par la volonté des électeurs. Qui sont allés voter. Ah bah, l'Assemblée nationale, personne n'est parachuté à l'Assemblée nationale. Il y a des élections législatives et il y a 15 mois, les Français ont décidé de voter de cette façon-là. Oui, mais le problème, si je me permets d'intervenir, ce qui est passé au premier tour, on était en tête aux élections. Au second tour, il y a eu un front qui s'est fait des communistes jusqu'aux républicains contre nous pour empêcher une alternance naturelle. Ça s'appelle une démocratie. On avait un projet. C'est pas une démocratie, vous mettez ensemble... Qu'ont un rapport les républicains et les communistes? Quel projet en commun pour trouver des solutions aux entrepreneurs, aux agents immobiliers ou à nos professeurs d'école comme Julie? Vous tordez mais non, c'est vous qui faites un délit de démocratie par rapport à ça parce que vous empêchez d'avoir une alternative. C'est un bon point commun. C'est tout. Ok, bah vous battez contre les Français, il n'y a pas de problème. Mais non, on ne se bat pas contre les Français, on se bat contre votre idéologie, c'est pas la même chose. Je me permets. Grégory, oui. Je vais juste revenir, je trouve que c'est un bon exemple. Vous voulez bien vous présenter? Vous n'avez pas encore. Pardon, si, j'ai parlé déjà. Pardon. Excusez-moi, pardonnez-moi. Je ne vous ai pas marqué. Mais, du coup, revenir sur l'exemple des retraites, que je trouve être un bon exemple. Les retraites, on est sur de l'économie pure et dure. Et il y a Orson Welles qui disait la base d'une vraie politique, c'est que 2 + 2 font 4. Il y a un principe de réalité qu'il faut admettre et sur lequel tout le monde doit se soumettre, tout le monde doit accepter. C'est aux économistes de travailler sur un sujet comme ça. C'est-à-dire que moi, je m'intéresserai à la politique réellement le jour où il y aura des partis, mais il y aura surtout des gens qui sont des sachants, des scientifiques, des gens techniques, qui sont capables de travailler et de nous proposer littéralement des projets pesés, sous-pesés. Vous savez, on n'a que des appels de com. Je me permets juste de finir. On n'a que des appels de com. On a monté les retraites, c'est pas bien. Baisser les retraites, c'est pas bien. Attention. Alors, on n'a jamais réellement un vrai travail de fond. Juste là-dessus. C'est ça la vraie politique. Juste là-dessus, nous, quand on vous dit suspension des retraites et quand on a déposé justement un contre-budget cet été, on a travaillé avec des économistes. On ne fait pas ça au doigt mouillé. C'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, lorsque nous obtenons qu'il y ait un débat budgétaire, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps, depuis 2022, sans la menace du 49.3, moi j'estime que ça permet à chaque parti politique et donc par la voix de son député et donc à chaque grosse formation de dire voilà ce que nous on propose. Mais avec, quand je crée telle dépense, vous savez, pour qu'il puisse être voté, le budget, il faut aussi de l'autre côté avoir des recettes. C'est pour ça aussi que nous avons, par exemple, au Parti socialiste, déposé un certain nombre de propositions et on dit, voilà, sur notre budget, il y aura 21 milliards justement de recettes. On fera des économies à peu près de 19 milliards et ensuite, donc, il va rester encore 21 milliards de dépenses à faire. Mais on dit... sur quel type de projet et sur quelle ligne on le fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste dire « Ah ben non, mais sinon, moi aussi, je vais dire, tout le monde part à la retraite à 55 ans, etc. etc. » Non, il faut des choses chiffrées. C'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je vous dis, là où je ne suis pas d'accord avec le problème de il faut censurer, OK, on censure. Qu'est-ce qui se passe? Dissolution, loi spéciale, ça veut dire que le gouvernement, même démissionnaire, il décide tout seul, sans consulter personne, et il fait exactement le budget qu'il veut. Ben moi, je suis désolée, je n'ai pas été élue pour ça. Moi, j'ai été élue justement pour faire ce travail budgétaire que les communes connaissent très bien, parce que moi, j'ai été adjointe au maire. Tous les ans, vous construisez votre budget et vous regardez ce qui est possible, pas possible. Eh bien, moi, c'est ce que je dis, on va avoir l'occasion de le faire à l'Assemblée nationale. C'est tout. Je me permets juste de dire quelque chose. Là, il y a un calendrier aussi pour nous, les maires. Il y a les élections municipales en mars 2026. Nous, on est déjà en campagne, ouvert depuis le 1er mars 2026. Tout à fait. Donc, on fait quoi, nous, maintenant? On attend, on a des solutions, c'est pour ça que nous, on dit, c'est pas la peine de faire une dissolution, on dit, il faut un budget qui soit voté au 1er janvier. On nous a suspendus, si vous voulez, temporellement parlant. Donc c'est dommage collatéral. Vous craignez une dissolution qui entraînerait des élections législatives et qui viendrait taper, entre guillemets, avec vos élections municipales. On est en pleine campagne actuellement, donc ça veut dire quoi? C'est compliqué, les campagnes municipales. Oui, c'est-à-dire où on met les panneaux. Tout à fait. Et puis, pour revenir à ce que disait, c'est vrai que sur la loi PLFSSS, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses. Il y a la GEMAPI, où nous, ça nous impacte
pacte, il y a la loi SRU, hein, Solidarité Renouvellement Urbain. Il y a la loi NOTRe qui n'est pas la nôtre, mais qui nous on nous a. Mais ça, Alexandre Sabatou, vous l'entendez. Vous en avez des élus locaux au Rassemblement National. Ils ne doivent pas vous dire le contraire. La question des transports aussi, les transports. La mobilité. Hein, L'IDF Mobilité aujourd'hui, dans toutes les régions, hein, c'est une compétence régionale. Il faut arrêter ça. C'est un bordel sans nom. Hein, il faut que ça revienne, ça. Il faut relocaliser, que ce soit dans les communautés d'agglo, les communautés de communes. Ça, on a besoin. Ça nous parle. Mais alors, Sébastien Lecornu a parlé d'un nouveau choc de décentralisation. Donc, on verra sa couleur. Mais trop choc. Non, mais j'entends très bien ce que monsieur essaie de nous dire. Je rappelle la situation. On a quand même 3 000 milliards de dettes, dont 1 000 milliards qui ont été faits par les macronistes, qui s'accrochent à leur siège. Et Julie, la professeure, nous demandait plus de moyens dans l'éducation. Mais sauf qu'aujourd'hui, cette année, c'est la première année où le remboursement de la dette, ça va être le premier sujet du PLF. Donc ça veut dire que votre argent va servir d'abord à rembourser le bilan des macronistes depuis 8 ans avant de rajouter des personnes dans les hôpitaux ou des professeurs dans les écoles. Donc je suis désolé, mais Marine Le Pen l'a très bien dit, c'est la rupture ou la censure. Monsieur Lecornu ne montre pas de rupture. Je rappelle 19 milliards d'euros en plus d'impôts qui sont annoncés. Et donc on censure pour... Mais vous allez pouvoir les amender puisqu'il n'y aura pas de 49 là, je suis désolé, mais là il se moque de vous. Hein. Je ne peux pas le dire autrement, parce qu'il y a des lignes rouges qui vont être franchies du côté du PS, du côté des Républicains, du côté de chez nous. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas se mettre d'accord, parce que ce n'est pas possible. Et arrêtez de leur faire croire que c'est vrai. Vous cherchez juste à prolonger votre mandat. Moi, je ne fais rien du tout. Moi, je tiens à préciser que... la pureté du mandat et nous pas. Enfin, je veux dire, excusez-moi, mais... Le Rassemblement national est resté droit dans ses bottes du début à la fin. Moi, je ne me dédouane pas, mais quand vous dites que le seul bilan, c'est d'avoir des dettes, je veux rappeler aussi qu'on a tous ensemble traversé des crises ensemble. Et en fait, ce qu'on a pu faire, de maintenir, justement pendant la crise Covid, des emplois, à flot des entreprises... Un tiers de votre dette. Mais arrêtez, en fait, de nier qu'on a réussi à faire des choix, à ce moment-là, que d'autres n'auraient pas pris. Et on aurait eu des défaillances d'entreprises, mais vraiment beaucoup. On sait très bien en plus que la structure française, quand il y a des emplois qui se détruisent, ils ne se refont pas comme ça. On a réussi à lutter contre le chômage. Les gilets jaunes sont apparus comme par magie, tellement vous êtes bons. Mais les gilets jaunes, vous ne comprenez pas que cette colère, elle était là aussi avant et qu'elle est encore là. Mais donc les gilets jaunes, c'est pas uniquement parce qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Vous avez été au pouvoir pendant 8 ans. Vous avez fait des choix catastrophiques. C'est pour ça que les entrepreneurs nous disent qu'ils ont le couteau sous la gorge et que certains déposent le bilan. C'est votre bilan, c'est votre politique. Les Français en ont marre. Et nous, on nous explique que vous avez fait barrage à l'extrême droite. Étonnamment, nous sommes les seuls à appeler pour des élections, à faire parler la démocratie et faire parler les Français. C'est faux, vous n'êtes pas les seuls. Oui, mais les Français n'ont pas l'air opposés non plus au parlementarisme. Ah oui. Ils nous demandent de nous entendre justement et de discuter et de pouvoir changer les choses. Ils le disent, mais je vous le dis, vous faites avoir si vous... mais on a des Français qui se sont déplacés, et vous le rappeliez, massivement aux urnes en juin et juillet 2024. Aujourd'hui, ils nous disent, en fait, je n'y retournerai pas, en fait. Ouais. Donc débrouillez-vous, et en fait, je ne retournerai pas voter. Le taux de participation ne sera jamais le même. Alors, tout le monde veut prendre la parole, c'est formidable. Julie, on ne vous a pas entendu depuis tout à l'heure. Oui, finalement, à vous entendre, je finis par me demander si... déjà, une première question, comment est-ce que certains se sont sentis... Alors, je ne suis pas totalement au fait de la situation dans vos circonscriptions lorsqu'il y a eu la première dissolution, mais il y a certaines personnes qui étaient élues a priori pour 5 ans et qui n'ont pas pu appliquer leur programme, qui sont... sentis en ballottage et qui n'ont pas pu tout mener. Ça a été un combat et pendant ce temps, elles n'ont pas pu mettre en œuvre pendant le temps de la campagne certaines choses. D'autres personnes qui s'étaient préparées à plus long terme à repasser 5 ans après, qui ont dû faire un programme rapidement et qui ont hérité d'une situation qui ne venait pas vraiment d'elles. Moi, j'aimerais bien avoir votre sentiment à vous en tant qu'élu par rapport à tous ces gouvernements. Et puis aussi, une autre question beaucoup plus ouverte. Est-ce que finalement, on n'a pas une 5e République qui a été construite, je ne suis pas professeur d'histoire, mais qui n'a pas été construite pour éviter les instabilités comme on avait eu dans la 4e République, qui ne serait pas finalement à bout de souffle, et il faudrait penser à une 6e République. Alors, quitte à savoir, je sais que plusieurs partis ont leurs idées sur la 6e République. Il y a même d'autres pays... Qui veut lui répondre ? Moi, je veux bien répondre. C'est-à-dire que moi, je débarque effectivement en 2024 suite à une dissolution sur une circonscription qui n'est pas du tout de ma couleur politique, puisque moi, j'étais la candidate de l'Union de la gauche. C'est la première fois que sur ma circonscription, il y a une députée de gauche. Donc,
ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes élu député, vous n'êtes pas sur un programme que vous poursuivez. Vous avez un programme sur lequel vous avez été élu. Donc nous, c'était celui du Nouveau Front Populaire. Et ensuite, à l'intérieur de ce programme, justement, dans la commission et vis-à-vis de votre groupe, vous essayez de mettre en œuvre un maximum des engagements que vous avez pris devant vos électeurs en disant on va défendre, par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites, on va défendre une taxe des ultra-riches qu'on appelle plus communément là, par exemple, la taxe Zuckman, etc., etc. Chacun a son propre... C'est difficile de construire quoi que ce soit quand vous avez un gouvernement qui change régulièrement, parce que vos interlocuteurs changent. Ce que vous avez réussi à mettre en place, à négocier avec votre interlocuteur, faut tout recommencer. C'est-à-dire que vous allez nouer Quand on est un député, vous discutez aussi avec votre ministre de tutelle. Par exemple, moi, je suis à la Commission des Affaires étrangères. Je discute avec Jean-Noël Barrot. Je discutais aussi avec Mohamed Tani Swahili sur les relations internationales, sur l'aide publique au développement. Donc, vous allez construire un certain nombre de choses et vous allez faire des propositions, des amendements en vue du budget. Là, taratata, ça tombe. On refait... Ça a changé encore une fois les interlocuteurs. Alors moi, ça va, le ministre des Affaires étrangères, c'est toujours le même. Mais le secrétariat d'État, aujourd'hui, c'est Eleanor Carrois, qui était ma collègue députée. Bon, elle vous a présenté tout le monde là, hein, Dina Madeleine. Non, mais ce que je dis, c'est pour que vous compreniez. Quand vous êtes un député, c'est pas seulement le travail que vous faites à l'Assemblée, il y a aussi tout le travail que vous faites en commission, construire justement en circonscription, mais aussi avec les différents ministères pour proposer des lois, pour proposer des amendements en amont du budget. Et donc, il y a Emmanuel aussi qui voulait vous interroger. Bonjour madame, bonjour mesdames. Le micro bien devant la bouche, Emmanuel. Pardon, vous êtes étudiante, c'est ça? Oui, je suis étudiante en droit et sciences politiques. J'ai l'impression qu'une des causes majeures de l'instabilité politique aujourd'hui, c'est le démantèlement des partis à l'Assemblée nationale. Et quand on vous parle, c'est ce qui ressort un peu, que vous n'êtes pas d'accord, etc. Et j'ai un peu étudié, par exemple, le cas de nos pays voisins, notamment l'Allemagne, où il y a une réelle culture du consensus, du compromis. Et en fait, on voit que l'Allemagne, elle est extrêmement stable politiquement. Et donc, je voulais savoir que penseriez-vous qu'à la place d'avoir 11 groupes parlementaires à l'Assemblée nationale, il ne serait pas peut-être préférable d'avoir que quelques partis davantage... Alors très vite, parce que l'émission touche à sa fin. Le nombre de groupes, alors on l'a vu multiplier. Moi j'ai été élue en 2017, on était vraiment moins nombreux que 11 groupes et on voit que c'est une difficulté, mais c'est une possibilité dans nos institutions de les prendre. Je voulais rebondir sur votre exemple sur l'Allemagne, et on le voit aussi dans d'autres démocraties en Europe. Il y a quelque chose d'intéressant en Allemagne, c'est que vous ne pouvez pas présenter de motion de censure si vous n'avez pas un contrat de coalition par ailleurs. Nous, on dépose des motions de censure, peu importe si on n'a pas de solution. Pas de solution alternative. Je trouve que ça, c'est intéressant. En fait, de conditionner le fait de déposer une motion de censure, pas seulement par rapport au nombre de députés que vous arrivez à mettre, mais de dire, on s'est mis d'accord, si la motion de censure est votée, on a une solution de rechange. Parce qu'autrement, c'est juste... Mais pourquoi c'est la solution? Pour les élections. Attendez, je suis en train de parler. Vous savez qu'on n'avait qu'une heure ensemble et que l'émission est en train de toucher à sa fin. Moi, je trouve que c'est des solutions qu'on doit... On parle souvent de nos différences culturelles. On a aussi à mettre en place des outils en se disant qu'on n'est pas là juste pour casser et pour censurer. S'il y a censure, il y a responsabilité et il y a contrat de coalition derrière. Anna, le mot de la fin. Eh bien, écoutez, je vais l'emprunter à l'une d'entre vous, taratata. Je trouvais que c'était pas mal, ça vous est venu comme ça, un peu spontanément. Je trouve qu'on en est là et qu'en effet, on attend de vous et de vous, messieurs, dames, que quelque chose puisse bouger, mais pas forcément dans le sens entendu par ceux qui nous gouvernent. Ça promet pour le budget, dont l'examen commence dès la semaine prochaine, lundi en commission, taratata, et vendredi, ce sera dans l'hémicycle et séances publiques qui sera à suivre en direct sur LCP. Je voulais vous remercier d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Je voulais vous remercier d'avoir participé au débat avec le public ce soir. Pour assister à l'émission vendredi prochain, c'est simple, vous pouvez flasher le QR code qui apparaît ici, sur votre écran. Lundi, vous avez rendez-vous à 19h30 pour l'Indice politique avec Francis Letellier. Chaque Voix Compte revient mardi à 19h30. Je vous souhaite une bonne fin de semaine sur la 8 et je vous dis à mardi.